Entretien avec Myriam Atoria, du 18 août 2019. Vision d'une sœur des étoiles. Chère Myriam, merci à travers divers entretiens que nous avons eus depuis un bon nombre d'années. Tu as clairement défini que tu vis provisoirement dans ce monde, mais que tu n'es pas de ce monde. Et que vous êtes aujourd'hui très nombreux et nombreuses dans cette situation. En effet, oui. Mais, comme je l'ai déjà dit, la situation peut différer selon les groupes d'âmes interstellaires. Chaque groupe est relié à sa propre sphère de conscience planétaire. En général, ce sont des civilisations très avancées, qui sont en parfaite syntonie avec la grande âme de leur planète originelle, ou leur système stellaire originel. Pour la plupart, disons, pour simplifier, que nous voulons partager le don que nous avons découvert en nous, qui est celui de l'amour avec un grand A. C'est le ciment de la vie. C'est sacré. Et c'est pourquoi il faut le respecter. Il suffit simplement de comprendre que toutes et tous, de quelque monde que ce soit, y compris la Terre, nous avons en nous ce don de l'amour. C'est le ciment avec lequel on peut bâtir un monde de rêve. On est bien d'accord là-dessus, mon cher ami, n'est-ce pas? Oui, pleinement. C'est tellement évident et souhaitable. Mais pourrait-on développer un peu sur une question qui, je suis sûr, beaucoup d'autres se la posent aussi. D'abord, ça fait quoi de savoir qu'on vient d'un autre monde, tout en vivant sur ce monde terrestre? Eh bien, je ne peux parler que de ma situation personnelle, qui, comme je l'ai déjà dit dans un entretien antérieur, est liée à une expérience particulière, dans le sens où certaines personnes ont raté leur ascension, durant le processus d'ascension de leur planète. Pour un bon nombre, ces humanités étaient déjà en 4D depuis longtemps, ce qui est déjà pas mal. Mais leur planète a ascensionné en 5D. Et certains habitants de ces planètes ont raté ce passage. Ça a été mon cas. Mais je connais aussi certains, starseeds, incarnés sur Terre qui viennent de mondes qui étaient en 5D, et qui ont échoué leur passage en 6D. Ça veut donc dire que les âmes de ceux qu'on appelle les starseeds en particulier, ne proviennent pas du même monde, de la même planète? Exactement. On peut même dire qu'elles proviennent de plusieurs systèmes solaires rien que dans notre galaxie. Mais alors, qu'est-ce que cette expérience a de particulier? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Par exemple, pour toi, sur ta planète d'origine dans les Pléiades, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies souhaité revenir t'incarner sur Terre? Car ce n'était pas la première fois que tu t'incarnais ici, n'est-ce pas? En fait, pour simplifier, disons que sur ma planète d'origine, comme je le disais, nous étions déjà tous passés au niveau de conscience de la 4e densité, depuis très longtemps, et par la suite, après un grand cycle, nous avons eu l'occasion de transiter vers la conscience 5e densité. Et bien qu'un grand nombre ait réussi ce passage, tous n'y sont pas parvenus. Je fais partie de cela. J'étais ce qu'on pourrait appeler une scientifique quantique. Et bien que je reniais pas l'importance du don de l'amour, je voulais voir de mes yeux chaque atome de l'univers. Toi et quelques autres amis me connaissaient. Vous savez combien je suis passionné par la géométrie sacrée qui apparaît sous nos yeux en physique quantique. Oui, et je commence à trouver tout ça passionnant, moi aussi. Tu m'as filé le virus. Mais donc, pourquoi cette connaissance a empêché ta conscience de passer sur la fréquence de la 5D? J'allais y venir. En fait, étant toujours occupé par mon travail extérieur, j'ai négligé d'utiliser mes capacités intérieures, mon énergie créatrice. Cet échec m'a fait prendre conscience que je devais rétablir l'équilibre pour obtenir une nouvelle chance de réussir ce passage.
Et lorsque le moment est venu, j'ai été volontaire pour revenir sur Terre, à la fois pour rétablir l'équilibre, et pour participer à une mission de groupe, si je puis dire, bien que je n'aime pas employer le mot « mission », car parler de mission, c'est se prendre à son propre jeu. C'est parce que tu avais déjà vécu sur Terre que tu es revenu ici? Oh oui, pleinement. Tout d'abord, parce que c'est sur Terre que j'avais déjà découvert bien des secrets sur l'univers. Vous n'avez pas idée de la bibliothèque qu'elle représente pour les êtres des étoiles. Selon les archives akashiques auxquelles j'ai pu avoir accès par rapport à ma propre évolution, la première fois où je suis venu sur Terre, c'était il y a 5000 ans, à l'époque du pharaon Akhenaton, en tant qu'une des prêtresses du temple d'Aton, à Saqqara. C'est la période où, en résumé, j'ai d'abord été baigné dans une ambiance spirituelle chaleureuse qui a ravivé le feu de l'amour dans mon cœur. Et où l'on m'a appris aussi à le retransmettre aux autres. Plus tard, j'ai vécu une autre vie sur Terre en tant que prêtresse d'Hathor, dans le temple de Memphis. C'est là où j'ai reçu des enseignements qui étaient importants pour parfaire ma connaissance des sciences sacrées, qui révèlent les secrets de la physique et de la métaphysique. C'est là où, revenu sur mon monde originel, j'ai introduit ces connaissances à mes recherches, et cela permettait une avance technologique qui était tout de même très utile, aussi bien pour nos besoins personnels, que pour les voyages dans la galaxie. Mais je ne voudrais pas m'étendre sur tout cela. Disons qu'avec le temps, et sur ma planète, on a une durée de vie entre 500 et 700 de vos années. J'avais simplement négligé l'ambiance spirituelle chaleureuse. Ou, si tu préfères, de regarder un peu plus souvent les autres, plutôt que de toujours regarder mes propres joujoux. Et donc, ce que tu avais besoin de développer, impliquait cette vie sur Terre. Mais je constate depuis longtemps, personnellement, que tu t'en sors très bien, petite sœur. Oui. Et je dirais d'ailleurs que tout cela m'aide aujourd'hui à me sentir pleinement terrienne. C'était important que j'en arrive là, je crois. Je comprends très bien ce dont tu parles. Mais ça peut bousculer des choses que certains ont tendance à penser, non? Du genre, devenir une terrienne pour une pléiadienne, n'est-ce pas une forme de régression? Mais, c'est parce que certains pensent en terriens qui ont cru, durant des dizaines de siècles, être les seuls êtres vivants dans l'univers. Et maintenant qu'ils connaissent l'existence d'autres vies dans l'univers, ils se focalisent sur les pouvoirs et les technologies que les êtres des étoiles possèdent. Mais, d'une part, ce n'est pas le niveau de technologie qui définit le niveau spirituel d'une civilisation galactique. Et, d'autre part, vous ignorez que toute civilisation avancée technologiquement peut, à un moment donné, stagner dans son évolution, parce qu'en chemin, ces êtres ont laissé de côté des choses que vous considérez aujourd'hui, ici sur Terre, comme simples, comme le fait d'observer avec émerveillement un vol d'oiseaux, ou la formation des nuages dans le ciel, ou les feuilles d'un arbre que le vent fait danser. Nous avons fait l'erreur, nous aussi sur ma planète, du moins les scientifiques dont je faisais partie, de croire que les choses simples étaient insignifiantes, comparées aux connaissances mentales. Et cela nous a barré le chemin à un moment précis de notre évolution, car il nous manquait ce petit quelque chose, qui existe encore sur Terre, cette conscience de la simplicité qui démontre la véritable puissance du cœur, par rapport à celle du mental inférieur. Pour être franche, si je pouvais parler à tous ces paranoïaques qui construisent toutes ces armes technologiques pour se défendre contre des envahisseurs extraterrestres, je leur citerai d'abord cette phrase que répète souvent Anne Givaudan. Si certains extraterrestres avaient voulu nous détruire pour s'emparer de notre planète, il y a longtemps que cela serait fait, vu leur niveau technologique. De mon côté, j'ajouterais, au lieu d'essayer de protéger votre monde des envahisseurs extraterrestres,
vous feriez mieux de le protéger de vous-même. Waouh! Génial! Je te la piquerai celle-là. Serait-ce, quelque part, une mise en garde de ta part? Plutôt une invitation à y méditer. Car dans beaucoup de milieux dits spirituels ou scientifiques, tous ces enseignements sacrés se résument souvent à une accumulation de connaissances uniquement intellectuelles qui a tendance à faire oublier la simplicité, qui est l'apanage et la force de l'amour. L'amour ne se pose pas de questions. Il est. Si le cœur de l'amour cessait une seule fraction de battre, l'univers physique tout entier disparaîtrait spontanément. C'est la leçon que tu en as tirée, dans ton évolution? C'est la leçon qui m'amène aujourd'hui, à ne plus séparer les deux réalités parallèles de notre existence. C'est l'expérience de 5000 ans, où mon âme a été confrontée, comme tout être humain depuis que l'humanité existe, à cette dualité dualitaire, qui existe sur Terre, confrontée à cette guerre entre la lumière et l'ombre, provoquée par l'ego inférieur des êtres pensants, sur Terre comme dans tout l'univers. Toute l'expérience vécue en ce sens me conduit dans cette incarnation, à œuvrer à ma façon, pour que l'ombre se souvienne qu'elle est lumière, et qu'elle est devenue ombre, parce qu'elle a simplement oublié qu'elle est issue de la lumière. Quand je suis confronté physiquement sur les plans subtils à des êtres de l'ombre. Ou devrais-je plutôt dire contrôlés par les énergies perfides créées par le mental inférieur, et les émotions inférieures des êtres pensants dans l'univers. Lorsque j'accepte d'y être confronté, je choisis de ne pas les craindre, cela suffit à les tenir à distance. Mais je ne les considère pas comme des ennemis. Dans mon âme, je laisse parler mon cœur, et cet amour qui y résonne, m'invite plutôt à tenter de leur faire prendre conscience de leur vraie utilité, à ces ombres, ce qui a été complètement effacé de leur conscience. J'essaie surtout de leur faire comprendre qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, aussi bien du côté de la lumière que de l'ombre, et ce malgré le libre arbitre qui nous est accordé. Lorsque je leur explique que l'ombre est au service de la lumière, ça les bouscule. Mais la graine de conscience restera. Parfois le miracle s'accomplit en quelques secondes. Elles se dissolvent dans l'invisible, où se trouve la lumière de la lumière. C'est une chose dont j'avais déjà entendu parler. Je n'en suis pas surprise. Mais c'est quelque chose d'intéressant à voir, bien que c'est souvent rapide. Mais, donc, ce que je voulais surtout dire ici, c'est que je me sens pleinement terrienne, parce que, c'est quoi être un terrien? Les terriens sont originaires d'un tas de mondes différents qui apprennent sur Terre, à créer l'union de toutes ces races interstellaires. Et notre mission à toutes et tous ici sur Terre, c'est d'y parvenir à cette union. Ça fait des nombreux milliers d'années que tous ceux qui nous ont envoyés ici, attendent ce moment. Il faut croire en notre rêve. Il faut visualiser le plus souvent possible que nous allons y arriver. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre entre l'ombre et la lumière sur cette planète. La guerre n'existe que parce que nous pensons qu'elle doit exister. Si nous voulons qu'elle disparaisse, façons-la de notre mental. La guerre, pour bien des galactiques, cela ne se fait pas, un point c'est tout. La dualité n'a pas été conçue au départ pour la guerre, mais pour que nous intégrions la conscience de l'unification. Pour que l'unification qui existe dans la conscience divine ait un sens dans la conscience humaine, il faut nécessairement qu'il y ait au moins deux choses à réunir pour l'unification. Tu saisis, jusque-là? Je pense comprendre le sens profond de ce que tu dis ici, en effet. Alors voilà. L'ombre ne peut être dissociée de la lumière, tu le sais bien. Lorsqu'on projette un faisceau de lumière sur un objet, l'ombre de celui-ci apparaît aussitôt de l'autre côté.
Augmente ton faisceau de lumière, et l'ombre augmente aussi. Fais alors la transition avec ce qui se passe sur les plans subtils. Plus les forces de la lumière augmentent, plus cela augmente la réaction des forces de l'ombre. Mais il faut toujours et simplement se rappeler que l'ombre est au service de la lumière, et non le contraire. Dans ma conscience, et dans mon cœur, c'est devenu une vérité issue de ma propre expérience, via ces 5000 ans sur Terre, et qui m'amène à penser aujourd'hui qu'il est indispensable que vous aussi, changiez totalement votre conception de la dualité, en ne considérant plus celle-ci comme quelque chose de négatif qui doit être éliminé, parce qu'elle entraîne souvent des souffrances. Ces souffrances proviennent uniquement à cause du mental inférieur de l'être humain. Vous devez vraiment considérer le pouvoir de votre pensée, et faire en sorte que ce pouvoir soit tempéré et guidé par votre cœur, par votre sagesse, par votre bon sens élémentaire. Nourrissez autant que faire se peut, la conscience collective de vos ondes d'amour, car c'est la nourriture dont elle a besoin. Rappelez-vous, comme vous le pensez, il en sera ainsi. Tâchez simplement de laisser votre cœur penser, et non votre cerveau. Waouh, super! J'aime beaucoup ce que tu dis là. Car dans la vie quotidienne, ça peut changer beaucoup de choses. Mais pour ceux qui ont tendance à avoir encore des pensées sombres, comment doit-on considérer la chose? Eh bien, simplement en ayant ce réflexe de se souvenir consciemment que les pensées sombres qui peuvent nous traverser ne proviennent pas de notre cœur, elles ne nous appartiennent pas. Il ne faut jamais s'attarder dessus. Il est donc inutile de s'accrocher à elles. Il faut les laisser passer, tout en restant conscient de notre centre intérieur, spirituel, dans lequel on reste placé. Bien souvent, quand certaines personnes méditent, elles font l'erreur de se projeter en pensée de l'extérieur plutôt que de leur centre, de leur chakra cardiaque. Elles sont dans le mental, l'intellect. Et ce n'est pas là qu'est le vrai centre. Quand on est dans le mental, on ne fait que tourner autour de notre centre, là où se trouve cette simplicité dont je parlais, là où se trouve l'essentiel. C'est une chose à laquelle je vous suggère de bien réfléchir, car c'est la clé. Ne tournez plus autour de vous-même pour vous interroger. À partir de votre cœur, projetez les images provoquées par les plus beaux et les plus nobles de vos sentiments envers le monde. Projetez uniquement tout ce qu'il y a de plus amoureux en vous. C'est un très beau conseil, qui sera sûrement entendu et suivi par certains et certaines ici, qui entrent dans cette prise de conscience. Mais peut-on revenir à ce que tu disais plus avant, à propos de ta fonction dans ton monde d'origine, en tant que scientifique quantique? Comme je le disais, la civilisation à laquelle j'appartiens n'a plus de secret en ce domaine. Et lorsque notre civilisation avait ascensionné en 4D, cela nous avait vite conduit à développer et utiliser une très haute technologie qui nous permettait de naviguer dans l'océan galactique à bord de véritables cités volantes et de visiter de nombreuses planètes. Mais la technologie qui facilite trop la vie peut provoquer un endormissement de certaines qualités indispensables à l'évolution. Hélas, il semble, vu la grande divulgation sur les programmes spatiaux secrets, qu'on va à fond là-dedans. Tu penses que c'est un danger? Je veux simplement dire. Regarde aujourd'hui, où la technologie nous a menés sur Terre en quelques décennies à peine. Pourquoi d'après toi? Eh bien, je vais te le dire. Parce que on n'a jamais appris aux gens à se modérer avec la technologie. Par exemple, à n'utiliser les portables qu'en cas de nécessité. Mais non, la règle, c'est consommer au maximum pour qu'on s'enrichisse. Et je n'ai pas besoin de te convaincre, tu peux voir chaque jour des milliers de gens qui sont sans arrêt sur leur portable et ne regardent même plus les gens autour d'eux.
Je sais de quoi je parle, vois-tu, car je suis forcé de voir ce genre d'erreurs que j'ai connues se dérouler dans d'autres mondes. Je ne veux pas juger, parce que bien d'autres dans l'univers sont tombés dans certains pièges de la technologie. Oui. Et c'est vrai que les portables, c'est devenu une véritable addiction, comme avec les drogues. Et c'est pareil avec Internet, il y a même certaines familles qui sont obligées de faire intervenir des personnes spécialisées pour aider un de leurs membres à quitter son PC sur lequel il est penché du matin au soir, et à se désintoxiquer progressivement de cette addiction. On est bien d'accord. Donc, il y a un problème. Et cela a été dit aux dirigeants des programmes spatiaux secrets. Tant qu'ils seraient dans cet esprit de conquérant, d'envahisseurs de territoires inconnus, ils n'auraient accès qu'à des mondes primitifs, ou même stériles sur le plan spirituel. Mais ils n'ont pas écouté nos émissaires, et ont continué de croire qu'on a besoin de la technologie pour vivre et être heureux. Ils ont établi depuis de nombreuses bases sur la Lune, Mars, et d'autres planétoïdes de la galaxie. Mais leur niveau de conscience ne leur permet pas d'entrer en contact avec les vies plus subtiles et beaucoup plus avancées spirituellement, qui existent sur ces mondes. Oui, je vois ce que tu veux dire, et je pensais la même chose. Par exemple, lorsque Corey Goode témoignait de ce voyage sur Vénus, je veux dire la planète en 3D, il apparaît clairement qu'ils n'ont pu avoir vraiment accès à cette planète, car des gardiens en empêchaient soi-disant l'accès. Mais avec ce qu'on sait, grâce à Anne Givaudan et Daniel Meroy, comme quoi la planète Vénus et son humanité sont passées sur un plan supérieur de conscience, en et si j'ai bien compris, mais que leur planète est devenue invivable au niveau de la 3D. Aurais-tu quelques explications à ce sujet? Ce que tu demandes là est très intéressant. Tout d'abord, la sphère de conscience vénusienne se trouve en effet sur la fréquence de la 6D. Mais, en effet, lorsque l'âme d'une planète ascensionne sur un autre plan d'existence, elle laisse son squelette, pourrait-on dire, mais est-elle morte pour autant? Je ne dirais pas ça. Lorsqu'on parle de la mort, on ne parle pas forcément de la mort physique, on parle d'une transformation, d'un changement. Es-tu d'accord? Oui, tout à fait. Donc, quelque part, tu dirais que c'est vers cela que ces quelques vies sur Terre t'ont conduite? Ce rééquilibrage du mouvement naturel de ton être? Oui, c'est exactement cela. Comme je disais, depuis quelques années, je vis, en tant qu'âme et corps, une réconciliation avec mon esprit, ou ma conscience supérieure si tu préfères. Cela me permet de mettre en œuvre ce que ma conscience supérieure inspire à ma conscience inférieure, sans que mon ego inférieur interfère en voulant prendre le contrôle via mon mental. Oui, je vois. Tu disais dans ton exposé, Puissance Indigo, que l'ego nous empêche toujours de croire qu'on peut évoluer spirituellement au même niveau que les grands maîtres, qu'il nous emmène à nous sentir incapables d'œuvrer pour des causes humanitaires, comme l'ont fait certaines grandes âmes sur Terre. Oui. L'ego a tendance à décourager pour ralentir la mission des serviteurs de l'amour et de la lumière, en créant des retards tactiques. Mais une fois qu'on sait maîtriser notre ego inférieur, et je dis bien maîtriser, et non pas éliminer, car notre moi inférieur est un outil intermédiaire et indispensable pour l'incarnation dans un corps physique. Mais donc, pour reprendre une de tes propres expressions favorites, lorsqu'on a appris à tenir notre chien en laisse, l'énergie et l'information qu'elle transporte circulent plus facilement entre l'esprit, l'âme et le corps. En résumé, on a une très nette intuition de ce que nous devons faire, où le faire, et quand le faire. Après, cela dépend de notre libre arbitre, de notre propre choix. Fais-le, ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai.
disait le maître Jedi, Yoda, dans Star Wars. C'est tout à fait cela. Si j'ai soudain la certitude que telle chose doit être faite, je n'ai plus besoin de croire que cela peut se faire ou non. Quand le corps et l'âme se souviennent qu'ils sont une création de l'esprit, cette impression de séparation s'estompe progressivement, pour laisser place à un sentiment de complémentarité face à toute dualité. Et quand le 1 et le 2 s'unissent, cela donne naissance au 3, l'essence de l'expression et de la sensibilité. Intéressant. Est-ce là qui nous permet de pouvoir communiquer avec le monde physique et le monde invisible? Oui et non. En fait, quand on veut communiquer, bien souvent, comme tu le sais à travers tes propres recherches sur la psychologie humaine, on souhaite avant tout être entendu et écouté, on a besoin d'un certain public. On a été séduite ou séduit par un enseignement profond, et on ressent bien vite le besoin d'étaler et de retransmettre cette connaissance, soit par nécessité. Et là, c'est parce qu'on a besoin de sensibilité pour se mettre sur la même longueur d'onde que ce public. Soit par calcul égoïque, du genre, je veux qu'on pense de moi comme étant une personne cultivée, qui sait beaucoup plus de choses que les autres. Ce n'est point pour juger. Mais c'est ce que j'observe parfois, et je vois bien que derrière tout ça, il y a une souffrance. On pourra en reparler si tu veux. Mais je veux bien faire comprendre que expression n'est pas communication. S'exprimer, c'est non seulement partager sa propre réalité émotive, mais c'est aussi encourager les autres à faire de même. Partager ses émotions profondes le plus librement et le plus honnêtement possible, et encourager les autres à partager les leurs. C'est le point central de ma mission sur Terre. Et je crois qu'on est quelques-uns et quelques-unes ici, à vouloir suivre cet exemple. Oui, merci à toutes et à tous. Je suis ravie de notre amitié et nos échanges. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas moi, Marie-Pierre, alias Myriam Atoria, sœur des étoiles, etc. Mais vous tous. Et c'est pourquoi je m'efforcerai toujours de vous encourager à ne plus vous contenter d'aimer le mot amour, à ne plus vous contenter d'apprécier tous ces enseignements lumineux qu'on partage. Tout ça est déjà à l'intérieur de vous, et vous n'avez besoin de personne pour réveiller cela, c'est de votre propre responsabilité. Alors ne reculez plus le moment d'avoir l'audace d'identifier votre propre lumière et vos propres ombres, et d'apprendre à vivre en cohérence et intelligemment avec ces deux tendances du plus et du moins. Je souhaite simplement dire que si je vous transmets parfois quelques recettes de cuisine, en matière de travail sur soi, j'espère sincèrement que cela serve surtout à vous inspirer vos propres recettes de cuisine, pour votre propre travail intérieur. Ne soyez pas comme des photocopieuses, trouvez ce qui vous convient le mieux pour votre propre chemin de vie, et faites ainsi avec tous les enseignants qui vous inspirent. Ne me croyez pas sur parole, simplement, si certaines choses dans cet entretien ont conquis votre cœur, alors il va vous falloir plonger dans l'espace de votre cœur pour découvrir ce qu'il a vraiment conquis. Je vous transmets toute ma tendresse, toute mon affection. Prenez bien soin de vous toutes et tous, et que la paix et la joie vous accompagnent sur le chemin qui mène à ce qu'il y a de plus aimant et lumineux en vous.